11h02. Je vais commencer le lancement de ce webinaire sur le recrutement des étudiants entre sélectivité, attractivité et sélectivité. Je commence très bien aujourd'hui. Déjà, bonjour tout le monde et je vous remercie en fait de votre présence aujourd'hui. Donc voilà, c'est le début de ce webinaire. Pour poser le contexte, en fait, on a eu l'idée chez Evalio de ce webinaire. Donc c'est au fur et à mesure de nos échanges avec différents acteurs de l'enseignement. Et on voit les enjeux du recrutement des étudiants un peu bouleversés ces dernières années, puisqu'il y a de plus en plus de concurrence entre les établissements. Il y a pas mal de changements d'habitude avec aussi des étudiants qui sont peut-être plus en situation de mobilité. Donc voilà, dans un paysage éducatif où l'offre s'affine et où de nouvelles carrières et avec elles de nouvelles compétences voient le jour, quelle est la clé pour se distinguer? On va essayer d'y répondre avec deux thèmes. Donc on programme aujourd'hui, on va commencer juste après par un petit tour de table pour laisser nos invités se présenter, Nessim et Yves Perret. Donc je remercie, en tout cas, je vous remercie tout de suite d'avoir accepté cette invitation. Et Avec ensuite, on plaisir. commencera la discussion sur deux parties. Donc, la première, c'est l'attractivité des étudiants. Et la seconde, la sélectivité des bons profils. Voilà, pendant tout le webinaire, en tout cas, je vous invite à utiliser le chat, partager vos points de vue, poser des questions, et on prendra un temps à la fin pour qu'on puisse en fait répondre aux questions et peut-être recueillir aussi vous, vos expériences. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tout ce qu'on va dire. Et le but, voilà, c'est que ce soit un échange et qu'on arrive voilà, à avoir une réflexion collective. Donc voilà, là, pour présenter nos invités, aujourd'hui, en fait, je suis accompagné de Nessim Fins, qui est délégué général à l'IEISTI, et Yves Perret, qui est fondateur de Meet Your School. Et peut-être que je peux vous donner la parole tout de suite. Nessim, je vous laisse vous présenter. Merci Cédric. Bon, je suis Nessim Fins. J'ai été directeur d'école d'ingénieurs durant 36 ans à l'EISTI, école d'ingénieurs en mathématiques et en informatique, et jusqu'à ce que nous ayons une fusion avec l'Université de Cergy, et nous avons créé ainsi CYTech, CYTech qui a fêté la semaine dernière ses 40 ans. Ok. Merci Nessim. Yves, du coup, je te laisse te présenter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cédric, pour l'invitation. Enchanté tout le monde. Donc, Yves Perret, je suis le fondateur de Meet Your School. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une solution qui aide et qui accompagne les établissements de l'enseignement supérieur à tout simplement gérer l'ensemble de leurs événements, que ce soit des événements en présentiel, des événements en virtuel, et donc, notamment pour cette thématique d'aujourd'hui, des événements liés à la promotion pour attirer les meilleurs candidats. Parce que beaucoup d'établissements font des journées portes ouvertes, des webinaires maintenant, de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que ces jeunes attendent une expérience différente, une expérience de qualité. Et aujourd'hui, on met à disposition de tous ces établissements la technologie pour arriver à séduire ces jeunes. Et puis, sur notre plateforme Meet Your School, on offre la possibilité justement à tous les jeunes de France de pouvoir rencontrer facilement l'ensemble de leurs établissements, puisque nous mettons à disposition un agenda, des journées portes ouvertes ou des webinaires que les écoles font durant l'année. Voilà. Ok, super. Je pense qu'à vous deux, en tout cas, on est carrément dans le thème. Donc c'est parfait. Avant d'attaquer voilà, la première partie sur l'attractivité, je vais faire une petite intro, hein, en fait. Et en fait, c'est juste pour évoquer quelques petites choses, deux choses on va en parler tout de suite et ça va sûrement intervenir un peu plus tard. Mais bien parler de ça, en fait, c'est vrai qu'il y a un premier critère, hein, qui pèse dans la balance pour attirer les étudiants. Et souvent, on parle de la notoriété de l'établissement. Et voilà, mais tous les établissements n'ont pas la même notoriété. Et c'est vrai que le choix des étudiants envers un établissement, souvent, en fait, il est influencé par son entourage, par ses proches, ses parents, ses professeurs, peut-être ses frères et sœurs, et par du bouche à oreille avec ses amis. Donc, c'est vrai que l'attractivité, en tout cas, peut-être que Nessim pourra prendre la parole tout à l'heure pour cette partie-là. En tout cas, la notoriété joue aussi. D'autre part aussi, c'est évident que les écoles, et on le voit, hein, sur Internet, tout simplement, elles ont une stratégie de marketing digital, peut-être une stratégie de contenu,
bien connaître et bien comprendre en fait le profil des étudiants qu'elles veulent attirer, ce qu'on peut appeler en marketing en fait avoir des buyers persona, et savoir en fait tout simplement le profil qu'une école veut attirer, comment il s'informe, où est-ce qu'il se forme, sur quels médias sociaux l'étudiant est présent, quel est le dernier réseau social que l'étudiant consulte avant de se coucher ou le premier qu'il consulte en se levant, pour être présent sur ces canaux-là. Donc voilà, c'est vrai que sur l'attractivité, il y a ces deux points, ces deux points-là. Mais à côté de ça, on va voir, je pense, avec Nessim et Yves, qu'il n'y a pas que la notoriété qui joue et qu'au-delà du marketing digital classique, si je peux le nommer comme ça, il y a peut-être aussi d'autres manières d'attirer et d'être attractif. Donc voilà, ceci étant dit, ce que je vais faire, je vais tout de suite laisser la parole à Nessim, Oui. sur l'attractivité. Donc, de ton côté, comment tu t'y prends pour attirer comment vous y prenez à l'USTI pour attirer les meilleurs profils? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Il y a peut-être déjà en fait un premier retour à nous faire. Allô, Nessim, on t'a perdu. Bon, merci Cédric. Juste pour essayer de vous dire que ça fait 3 ans que je ne suis plus directeur général d'une école d'ingénieurs, mais je vais essayer de partager avec vous mon expérience et comme je suis à l'heure actuelle manager, responsable des concours Galaxy, je voudrais vous parler aussi un tout petit peu de concours, mais après. Bon, commençons par l'attractivité d'un établissement. Moi, je fais une différence essentielle entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de management. Pourquoi? Parce que les écoles d'ingénieurs sont classées aussi par rapport à leur spécialité. On ne peut pas comparer une école de chimie à une école du numérique, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'une école d'ingénieurs? La première chose, c'est les spécialités qu'elle enseigne. Cela me paraît être quelque chose d'extrêmement important. La deuxième, pour moi, ce sont les relations qu'elle a avec les entreprises. Cela me paraît quelque chose d'essentiel parce que ma plus grande fierté lorsque je dirigeais le ISTI qui est devenu CYTech, c'était de pouvoir dire que 98% des étudiants avaient un CDI avant de recevoir leur diplôme. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais m'étendre pour l'attractivité d'une école, c'est bien évidemment, pardon, je ne sais pas pourquoi ma caméra a sauté. Oui, Nessim, j'ai pas osé t'interrompre, mais... Mais tu peux, tout le monde peut m'interrompre. Bon, donc, je disais que la deuxième chose, c'est l'excellence académique d'une école. Mais là-dessus, il faut quand même que je vous fasse une petite remarque. Il y a les écoles privées et il y a les écoles publiques. Le nom, par exemple, d'enseignant-chercheur dans une école privée ne peut en aucun cas être comparé à celle qu'il y a dans une école publique. Je vous donne un exemple très simple, le mien. Nous, on avait, avant de faire cette fusion, 20 enseignants-chercheurs, alors qu'aujourd'hui, on en a 300. Enfin, CYTech a 300. Je me dis on parce que je m'occupe de leur concours, mais c'est CYTech qui a ça. Donc, à part ça, avant de venir à la partie prospection, il y a l'international qui est très important, à mon avis, dans une école d'ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, connaître une langue ne veut plus rien dire. Enfin, l'anglais des Indiennes n'est pas du tout pareil que l'anglais des Britanniques, ni l'anglais des Américains, etc. Donc, il faut avoir une expérience dans le pays pour avoir, si tu veux, la connaissance du pays. Et c'est pour cela que je suggère qu'il faut qu'il y ait au moins un semestre de mobilité à l'international. Bien. Tout cela dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire connaître, si vous voulez, ce que nous sommes? Il y a la première chose, c'est la prospection dans les lycées. À envoyer
les anciens élèves de ce lycée dire, s'ils sont contents de leurs écoles, dire voilà, je suis dans telle école et je suis très content. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, malgré le fait que j'ai cru comprendre que tu avais une idée assez négative, les JPO. Les JPO sont très importantes pour moi parce que là, il y a les candidats qui peuvent venir et qui peuvent dire qu'est-ce qu'on enseigne ici? Est-ce que je vais être heureux lorsque je serai dans cette école? Bien évidemment, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un des vecteurs essentiels en ce qui concerne la prospection d'une école. Bon, je crois que j'ai rempli mon temps. Hein. Je crois que si Yves parle plus que moi, je parlerai plus que lui. Mais je garde mes réponses aux questions éventuelles qui vont être posées. Donc, j'arrête là pour l'instant. Merci Nessim. Moi, je réagis quand même en réaction. Tu parlais des spécialités, ça c'est important. L'idée, en fait, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est de toujours aussi se renouveler sur les spécialités qui sont comment dire, disponibles au sein de ton établissement. C'est se mettre à la page. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est peut-être, voilà, il y a peut-être des spécialités sur le thème. Pardon, Cédric, de te contredire. Les spécialités sont immuables. Une école est, par exemple, fait de l'informatique, fait des maths appliquées, fait du génie civil, fait de biotechnologie et chimie. Ça, c'est immuable. En revanche, à l'intérieur de ces… Par exemple, aujourd'hui, dans une école d'ingénieur informatique, on va faire beaucoup plus de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, etc. Ça, ce sont les options de dernière année. Et les options de dernières années doivent être effectivement à l'ordre du jour, quoique il faut que je vous dise que pour un directeur d'école d'ingénieurs, la chose la plus difficile, c'est de pouvoir prévoir ce qui va se passer dans 3 ans. Parce que lorsque vous recevez votre étudiant, disons, en première année du cycle d'ingénieur, lorsqu'il va sortir, ça va être T+3. Et quelle va être la demande des entreprises? C'est pour cela que j'estime qu'il y a une nécessité absolue de travailler avec les entreprises. Ma caméra a foutu le camp encore une fois, je reviens. Voilà. Merci en tout cas, Nessim, pour le partage. Peut-être que je peux laisser Yves en réaction. Et en plus de ça, avec Pinture School, je pense que tu es, voilà, carrément dans le thème. Donc, je te laisse réagir et j'aurai peut-être quelques questions, mais je sais que tu as des infos, tu as des stats, tu as une bonne vision de la chose. Donc, je te donne la parole, Yves. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que l'attractivité des étudiants pour les établissements de l'enseignement supérieur, c'est un vrai sujet. Et en effet, comme Nessim le disait, il faut faire très attention à la typologie des établissements parce que ce n'est pas tous les mêmes. École d'ingénieur, école de management, ça n'a rien à voir. Et la cible, déjà, le persona, si on doit le qualifier ainsi, sera très, très différent. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que déjà, la première chose à savoir quand on cherche à être attractif, c'est de bien savoir pour qui on souhaite être attractif. Et c'est vrai que le secteur est en pleine évolution, le secteur de l'enseignement supérieur. Il y a quelques statistiques qui sont sorties ces derniers temps. Hein. Dans les écoles de management, les écoles de commerce, sur les 5 dernières années, il y a eu une croissance de 103% d'écoles supplémentaires. Donc, en fait, ça devient très concurrentiel. Il y a de plus en plus d'établissements qui sont présents et qui donc n'ont pas forcément l'historique des anciennes écoles et donc ce côté, comme Nessim le présentait, de compétences, de savoir, de chercheurs, etc., qui ne sont pas forcément dans ces établissements-là. Et eux, ils jouent beaucoup plus la carte de la perception. La perception que l'école peut renvoyer, puisque ce sont des écoles naissantes, ce sont de nouvelles écoles, et donc ils jouent un peu la carte de ce qu'ils peuvent renvoyer en termes de perception aux établissements. Et c'est vrai que deuxième chose qu'il faut savoir, c'est les jeunes, où sont-ils et qui sont-ils? En France, on sait que 56% des jeunes vivent en zone rurale et donc déjà ne peuvent pas forcément se déplacer en présentiel sur des événements où les écoles sont souvent, les salons étudiants,
qui sont principalement dans les grandes villes. Vous avez les journées portes ouvertes en présentiel, qui sont sur des campus, et donc les campus sont souvent dans des grandes villes. Et puis, autre chose, c'est que les jeunes ont énormément évolué ces 10 dernières années. On les appelait déjà il y a quelques années des digital natifs, mais ils le sont encore plus aujourd'hui. En termes de statistiques, on sait que ces jeunes passent plus de 4 heures par jour sur leur téléphone en moyenne. Donc, il y en a, c'est moins, mais il y en a, c'est beaucoup plus. Donc, en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on a compris le persona, qui est pas forcément à proximité des grandes villes, qui est beaucoup sur son téléphone, eh bien à ce moment-là, il va falloir s'adapter à lui avec des outils pour l'attirer. Donc des outils, ça veut dire être en capacité à créer une vraie relation en distanciel, créer une vraie relation pour présenter l'école, lui donner une sensibilité et le faire un petit peu connaître l'école même en distanciel. Et autre chose qui est très important et qui commence à être de plus en plus à l'heure du jour, c'est-à-dire c'est globalement l'expérience étudiante. On parle beaucoup d'expérience étudiante en ce moment. Il y a eu le Happy Index aussi qui valorise les établissements et le bonheur des étudiants dans les écoles. Et ça, c'est un point qui est très important si on veut être attractif. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain avec comme des pubs sur Google ou autre, où on fait connaître son école, pas du tout. C'est quelque chose qui doit se travailler sur du long terme. Ça doit être assez stratégique, c'est-à-dire qu'on doit créer l'école autour de l'expérience du jeune. Ça ne veut pas dire qu'il faut être gentil, tout faire, lui donner 20 sur 20 à tous ses examens pour qu'il soit content. Pas du tout. Mais ça veut dire que ces années d'études doivent lui plaire, qu'il en ressorte enrichi intellectuellement, en termes de formation, etc. Parce que ce qui se démocratise de plus en plus, eh bien, ce sont les ambassadeurs. Et si vous avez des expériences étudiantes de qualité, eh bien, vous allez avoir des ambassadeurs, donc des jeunes de votre école, qui vont être très impliqués. Et donc, du coup, ça va attirer, ça va être attractif, puisque ces jeunes vont parler entre jeunes de votre école, de votre établissement. Et à ce moment-là, ça sera très positif. Donc voilà, je pense qu'il faut, si je résume, pour être attractif, bien connaître son persona, où il est, qui il est, comment il fonctionne. Deuxièmement, s'assurer d'avoir des outils de grande qualité pour assurer une connexion et un échange d'instantanéité, puisque c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Il faut créer de l'instantanéité pour partager sa culture d'école. Et puis, en effet, mettre en place des plans où l'expérience étudiante est au cœur de l'école pour s'assurer que dans les prochaines années, eh bien, vous avez créé une cohorte d'ambassadeurs impliqués qui diront du bien de votre école et qui motiveront justement ce bouche à oreille. Et pareil, avec des outils qui permettront à vos ambassadeurs de bien communiquer sur votre école. Voilà, si je dois résumer cette partie-là. Ok, ok. Je te laisse peut-être aussi une minute parce que tu n'as pas vraiment parlé de Meet Your School, donc je te laisse aussi quand même une petite minute, présente ce que tu fais chez Meet Your School et qu'est-ce que tu apportes aux écoles. Absolument, merci. Donc, Meet Your School, en fait, c'est justement ça. Nous, on rentre dans la stratégie des établissements avec un outil qui va justement permettre de gérer cette instantanéité, cette relation avec les candidats, puisque via notre plateforme, donc nous, on travaille aujourd'hui avec beaucoup de très grands établissements qui utilisent notre solution pour gérer l'ensemble de leurs événements. Et gérer l'ensemble de leurs événements, si on parle d'acquisition, eh bien, c'est gérer tous les événements de promotion avec les journées portes ouvertes, gérer les webinaires qu'ils font pour présenter leur programme ou gérer aussi toute la partie oraux d'admission. C'est très important cette partie-là parce qu'on sait que les écoles, c'est ce qu'elles font. Elles font ce que l'on appelle du nurturing durant toute l'année. C'est qu'entre le premier moment de rencontre, la première rencontre qui se fait, jusqu'à ce que le jeune devienne étudiant chez vous, il va y avoir une multiplicité de rencontres. Et ces rencontres, elles peuvent être en virtuel, elles peuvent être sur votre site internet, elles peuvent être en présentiel sur un événement, une journée porte ouverte, une rencontre sur un salon, peu importe. Mais il va falloir continuer cette relation pendant plusieurs mois pour l'inviter à vous rencontrer. Donc nous, on met à disposition des outils qui permettent de centraliser toute cette relation avec les jeunes et de s'assurer que la relation est personnalisée, elle est instantanée, parce que les jeunes aujourd'hui, y a une étude qui est parue avec le collectif Expérience étudiant qui montre que les jeunes aujourd'hui recherchent de l'instantanéité
quand ils communiquent avec son école, ils espèrent communiquer avec leur école comme ils communiquent avec leurs camarades de classe. Et donc, l'intégration WhatsApp est très importante. Et donc, nous, aujourd'hui, on permet ça via notre solution, c'est-à-dire que depuis votre site Internet, en fait, on offre la possibilité aux jeunes de prendre rendez-vous en instantané avec des ambassadeurs de votre école, de pouvoir rentrer sur des groupes WhatsApp de votre établissement, de pouvoir chatter en WhatsApp avec vos ambassadeurs ou avec des personnels de l'école. Voilà, globalement, on met avec Meet Your School l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour rendre l'expérience utilisateur, l'expérience des jeunes, très intéressante et donc attractive et faire en sorte que les établissements sortent du lot parce qu'on sait qu'un jeune, quand il candidate à une école, enfin, il aura candidaté à plusieurs écoles. Donc, forcément, il va avoir plusieurs expériences de candidature et forcément, son choix sera très vite drivé par ce qu'il utilise au quotidien. Est-ce que je suis face à une vieille école qui me demande des formulaires papier que je dois renvoyer par la poste? Ou est-ce que je suis face à une école où la relation est super fluide? J'ai pu échanger avec plusieurs personnes. La prise de rendez-vous s'est fait comme je le fais sur Doctolib pour prendre rendez-vous avec un docteur, etc., etc. Donc, c'est vraiment repenser l'expérience utilisateur en ayant une expérience qui soit très proche de leurs attentes. Voilà. Ok, super. Bah, merci en tout cas s'il y en a qui sont intéressés. N'hésitez pas à contacter Ipere. Moi, j'en profite avant de passer. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des sondages qui pop sur l'écran. Donc, on fait 2-3 sondages comme ça pour faire participer un peu tout le monde et recueillir de l'info. On vous partagera tout ça après le webinaire. Et je prends une petite seconde avant de passer sur la partie sélectivité pour faire un petit teasing. Donc, on va vous partager un lien dans le chat, mais on vous enverra aussi un email. En fait, j'ai même pas pris le temps de me présenter ou de présenter Evaluos. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Cédric Dellatoré, cofondateur d'Evaluos. Evaluos, c'est une plateforme d'examen en ligne et de surveillance à distance. Et on fait un webinar sur justement qu'est-ce que l'examen en ligne et à distance, quelles sont les bonnes pratiques. Ça sera le 12 décembre à 17h30. On vous envoie un lien d'inscription dans le chat dans les secondes qui viennent. Et voilà, c'était juste la petite minute teasing. Et je passe à la suite, peut-être tout de suite avec Nessim sur la partie sélectivité des étudiants. Alors, je suis un peu perdu dans mes notes, mais Nessim, est-ce que tu es parmi nous ou on t'a perdu? Mais je suis là. Bah, t'es là, ok. Ah, mais tu me vois? Bah non, je te vois. Ah, ça y est, je te vois, oui. Donc voilà, est-ce que tu peux reprendre du coup la suite? Donc toi, dans ton expérience, la sélection des étudiants, des bons profils, Oui. comment ça se passe aujourd'hui aussi? Tu as des projets, donc peut-être que tu peux en parler, expliquer voilà, tous les tenants aboutissants. Des Ouais. concours. Ouais, ok. Les concours. Un concours doit avoir, à mon avis, au moins 3 caractéristiques. La première, la plus importante, il doit être équitable. Je reviendrai. Le concours doit être. La deuxième chose, le niveau de sélectivité doit correspondre au niveau de l'école. Donc, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Pardon. Donc, doit correspondre au niveau de l'école. Et enfin, un concours doit être nécessairement discriminant. Donc, on ne peut pas avoir un concours où tout le monde est presque, je ne sais pas, entre 18 et 20 ou entre 0 et 5. Donc, je vais essayer de voir un tout petit peu pourquoi. Enfin, d'abord, pour vous dire que nous gérons 5 concours. Nous gérons 5 concours. Nous gérons le concours Galaxy, qui est un concours post-bac, où les gens peuvent s'inscrire à 2 écoles d'ingénieurs, CYTech d'une part et SIA IT de l'autre. Là, nous avons 427 places. Nous avons un concours qui s'appelle Galaxy au carré, qui est le concours des formations de double diplôme.
très recherchés par les entreprises. Par exemple, nous avons un double diplôme ingénieur-designer, nous avons un double diplôme ingénieur génie civil architecte et nous avons un double diplôme ingénieur Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Donc, voilà, si vous voulez, les doubles diplômes. Ensuite, nous avons ce que nous appelons Galaxy Sup, ce sont les admissions parallèles. Ces admissions parallèles se font tout au long du cursus ingénieur. Ça peut être en première année pré-ingénieur, comme ça peut être jusqu'à la deuxième année du cycle. Enfin, nous gérons aussi le concours CCINP, qui est un concours post-prépa, où nous avons, je n'ai pas dit que pour Galaxy Sup, il y avait 250 places, et pour le CCINP, le concours qui a le plus de candidats après une maths spé, même si ce n'est pas le concours le plus difficile, c'est l'ancien concours des ANSI. Hein. Donc, ce concours-là, nous avons 220 places et CY Tech est la troisième école à avoir le plus de places dans ce concours-là. Bien. Donc, je vous ai dit qu'un concours devait être discriminant. C'est pour cela que nous avons mis une épreuve de mathématiques dans ce concours. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça rapporte? Bien. Tout d'abord, les épreuves anticipées l'année dernière étaient connues avant que nous donnions les résultats sur Parcoursup. Donc, on pouvait se servir de ces épreuves anticipées. Malheureusement, j'ai appris, et je ne suis pas le seul à avoir appris, que la moyenne de l'épreuve de spécialité maths dans le rectorat parisien était de 18. Vous n'avez pas mal entendu, c'était de 18 la moyenne. Hein, donc, ça vous donne quand même une idée de la discrimination possible avec ça. Bon, donc, nous avons décidé de faire une épreuve de mathématiques qui soit plus discriminante. Et dans cette épreuve de mathématiques, nous avons fait 3 classes de questions. Les questions qu'on dit faciles, les questions qu'on dit difficiles, moyenne, allez, moyenne, je n'ai pas envie de faire peur aux candidats, et enfin, les questions qu'on dit difficiles. Donc, tout ça nous permettra, je le pense, enfin, je n'ai pas l'expérience, donc je ne veux pas mentir, mais je pense qu'il y aura une discrimination possible et qu'il y aura un écart type assez grand pour pouvoir classer les candidats. Maintenant, ça c'est nouveau. Une autre question que Cédric m'avait posée, pardon. Ouais. Pardon? Non, vas-y. Je disais, c'est nouveau ça d'avoir changé et d'être passé d'avoir fait différents niveaux de questions. C'est une nouveauté. Okay. Oui, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté aussi d'avoir mis une épreuve de mathématiques. Donc, pour pouvoir être discriminant. Maintenant, la question se pose, pourquoi nous avons accepté que cette épreuve de mathématiques se fasse à distance et non pas en présentiel. Bien. Grosso modo, le concours Galaxy au niveau Parcoursup va avoir 3000 à 3500 candidats. Donc, faire un concours pour 3000 à 3500 candidats partout en France, et sans parler même des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer, était très difficile. Donc, une fois qu'on s'est garanti de la sécurité des épreuves, de la sécurité qu'il n'y aura pas de triche durant les épreuves, c'était pour nous beaucoup plus simple et vraiment beaucoup plus pratique que de faire des épreuves à distance. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire. Si tu as d'autres questions, je le ferai avec plaisir. Là, pas tout de suite. Je sais pas Yves, si toi tu veux réagir hein, sur le côté sélectif.
Mais ouais, en fait, en tout cas, je réagis parce que de toute façon, nous, c'est un peu notre domaine, hein, faire des examens à distance et sécuriser l'expérience. Donc, je te rejoins en tout cas, sur ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que ça permet, en fait, de simplifier un peu toute la logistique des ressources qui sont liées, en fait, à l'organisation d'examens traditionnels. On n'a plus voilà, on n'a plus de mobilité des personnes. On peut s'adresser à beaucoup plus d'étudiants. C'est plus inclusif, hein, vis-à-vis de différentes populations d'étudiants, plus inclusif pour des étudiants peut-être en situation de handicap, des étudiants en situation de mobilité, des étudiants, je pense que Yves, je ne sais pas si tu l'as abordé, mais on en parlait la dernière fois, qui sont dans des zones géographiques en situation d'isolement aussi. Et donc c'est vrai que de le faire à distance, en tout cas, c'est dans l'air du temps et ça permet d'adresser un concours, en tout cas, à plus de personnes. Yves, je te laisse peut-être prendre la parole. Je crois que tu avais quelques petites choses à dire aussi sur le côté Pardon, sélectivité. si jamais je peux me Oui. permettre, j'ai envie. Pardon, Oui. Yves, 2 secondes, s'il te plaît. Si jamais je peux me permettre, je vais lui donner Absolument, une bonne vas-y nouvelle. Nessim, vas-y Nessim. Merci. Bon, je crois quand même que les épreuves à distance seront de plus en plus nombreux dans les années à venir. Je suis pratiquement sûr. Bien sûr qu'il y aura quelques concours où ça sera fait, etc. Mais les épreuves en distanciel seront de plus en plus usitées. Ok, donc on a un bel avenir devant nous alors. Voilà. Merci, Nessim. C'est pour lui rendre son sourire à ce jeune homme. Merci. Yves, du coup, je te laisse réagir. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord vraiment avec Nessim sur le fait qu'en fait, ça devient assez problématique d'évaluer les candidats au vu des changements qui ont été faits parce qu'en fait, tout le monde a 20. C'est un petit peu l'école des fans et au final, on n'arrive plus à discriminer. Et discriminer, c'est pas un terme péjoratif. Discriminer, c'est arriver à déterminer ceux qui sont plus faits pour mon école qu'un autre. Et donc, c'est vrai que globalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a les tests écrits qui sont très importants. Donc, soit on réadapte ces tests et on en fait des nouveaux, adaptés à notre école. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup d'établissements misent beaucoup sur l'oral aussi. Rencontrer les candidats, leur poser des questions et voir un petit peu ce qu'ils ont réellement à l'intérieur d'eux et si généralement ils sont faits pour intégrer leur établissement. Donc pareil, je pense que le mode opératoire doit être très différent en fonction de la typologie d'établissement qu'est le vôtre. Et donc il ne faut pas, je pense, prendre quelque chose de standard. Il faut vraiment arriver à adapter à son établissement le processus en effet de sélection. Et ce processus de sélection, eh bien, c'est quand même aussi, malheureusement, un processus de séduction. C'est vraiment lié à la première partie parce que l'idée, c'est de ne pas être père fouettard lors de ce processus de sélection. Donc, il faut avoir la capacité à mettre en place des tests qui sont sélectifs, mais en plus de ça, de le rendre attractif. Et donc, c'est vraiment en lien avec la première partie. Et un autre point qui, je crois, est très important, c'est que beaucoup d'établissements aujourd'hui commencent de plus en plus à se tourner vers l'international dans le recrutement. Et donc, comment est-ce qu'on standardise des processus qui soient équivalents entre les Français, enfin ceux qui sont en France, et donc qui peuvent souvent se déplacer pour des oraux ou des événements, et ceux qu'on souhaite recruter à l'international et qui vont aussi enrichir l'établissement par rapport à leur culture, leur diversité. Je crois que l'école de demain dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, sera de plus en plus multiculturelle puisqu'on a un phénomène démographique en France dont je pense que vous avez tous conscience, avec une réduction probable du nombre d'étudiants dans les 20 à 30 prochaines années. Et donc, du coup, beaucoup d'établissements aujourd'hui vont miser leur survie sur du recrutement à l'international. Et donc, il faut aussi imaginer, penser à comment les processus de sélection se feront aussi à l'international. Et donc, forcément, eh bien, on en vient, et nous, on est uniquement spécialistes outils
on ne va pas du tout vous aider sur la bonne question à poser, le bon oral, les bonnes questions à poser lors de l'oral, etc. Nous, on est un expert dans l'outillage des établissements pour faire en sorte que ces événements de recrutement soient un succès. L'idée, c'est de rendre ce processus attractif. Nous, par exemple, je vais donner juste un cas d'usage qu'on a eu. On a une école qui est l'IESEG, une école de management, une belle école en France, qui l'an dernier a utilisé notre outil, voilà, pour justement gérer l'ensemble de leur processus de recrutement. Et donc, il y avait notamment les euros où il fallait être en capacité à gérer 900 jeunes par jour avec 70 jurys. Et donc, nous, on a cette expertise d'apporter justement cet outil pour que l'événement se passe bien et que durant cet événement, eh bien, on permette aux jeunes de pouvoir découvrir l'école, faire de la visite 3D, échanger avec des étudiants. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc, rendre attractif cet événement de sélection tout en gardant une vraie sélectivité durant les épreuves. Voilà, c'est le mix très difficile que beaucoup d'établissements doivent faire. Ok, et puis je rajouterais juste une chose, mais je reviens sur la notion de concours. On en parlait, je ne sais plus, c'était peut-être avec toi, Yves, ou avec Nessim. Mais quelque part aussi, c'est aussi attractif, mine de rien, faire accéder à une école après avoir passé des tests d'admission. Il y a un petit côté prestigieux. Il y a peut-être aussi un petit côté où on engage justement l'étudiant envers l'établissement. Et derrière, peut-être qu'on crée aussi un sentiment d'appartenance, les étudiants entre eux, mais aussi avec l'école. Et donc voilà, je rajouterais juste cette petite phrase de fin sur cette partie-là. On avait peut-être des questions, pardon, je sais pas, est-ce que moi je peux sur le chat. rajouter aussi quelque chose? Ah, mais carrément, vas-y. Oui, et je vais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit Yves. Je suis mais alors à 100% d'accord avec lui pour avoir des étudiants à l'international. En revanche, la sélection des étudiants à l'international est beaucoup plus difficile. Un exemple, si jamais vous suivez un cursus français ou européen, nous savons que lorsque vous avez 60 CTS, vous avez validé une année. Donc, si jamais vous avez 120 CTS le validé, vous pouvez prétendre rentrer en première année du cycle ingénieur. En revanche, lorsque quelqu'un vient de l'international, il faut savoir ce que vaut l'université d'origine et quels sont les examens que ce gamin ou cette gamine ont réussi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est très difficile. Moi, je vais rebondir là-dessus, mais il y a des indicateurs qui permettent de comparer, de savoir ce que vaut les universités, comment vous faites, vous, pour avoir ça. Essaye de faire quelques épreuves et tu comprendras. Mais peu importe, je vous dis que ce n'est pas évident. Ok. D'accord. Du coup, en fait, je pense qu'on a fait le tour. Attractivité, sélectivité. On a un peu débordé. Je vois que ça fait 40 minutes que le webinaire a commencé et on s'était dit 30 minutes sur les deux parties, mais on s'y attendait. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je n'ai pas eu le temps de regarder, ou des questions ou des personnes qui veulent réagir. Peut-être que vous avez une autre expérience ou des choses à compléter. Donc voilà, on va regarder s'il y a des réactions. Est-ce qu'on n'a pas de questions pour l'instant? Pas de questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Je crois qu'il y a une main levée, Cédric. Cédric, il y a une main levée. Main levée. Alors, oui. Ah oui, Maria qui lève la main. Alors, peut-être que je peux donner la parole à Maria, le temps de vous trouver. Alors, ouais, vous êtes là. Je vous donne la parole, Maria. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Et j'autorise la caméra aussi au passage. Je suis le seul à ne pas entendre. Non, je n'entends pas non plus. Normalement, Maria, maintenant, vous pouvez activer votre micro, votre caméra, et vous pouvez prendre la parole ou alors poser la question sur le chat.
C'est comme vous le souhaitez. Ah. C'est vrai que je n'avais pas vu la main levée. On a une question tiens, de Daniel. En attendant que Maria pose sa question, prenne la parole. Quelle tendance future anticipez-vous dans le recrutement des étudiants pour l'enseignement supérieur? Alors, je ne pense pas que c'est une question pour moi, ça. C'est peut-être plus une question pour Nessim. Quelle tendance future anticipez-vous dans le recrutement des étudiants pour l'enseignement supérieur? Je pense qu'on en a parlé un petit peu, mais c'est quoi le futur du recrutement des étudiants, quoi? D'abord, il y a quelque chose qui ne peut pas changer, un invariant. C'est que pour parler d'une grande école, il faut qu'il y ait un concours à l'entrée, quelle que soit la nature du concours. Mais on ne peut pas être une école d'ingénieurs ou une école de management avec le master, avec le grade de master, sans qu'il y ait un concours d'entrée dans cet établissement-là. Il y a d'autres écoles qui ne se disent pas être des grandes écoles et qui font un bon enseignement à leur niveau. Eux, ils peuvent prendre les gens sans concours, mais là où il n'y a pas de concours, il y a un... Parce que le concours, c'est quelque chose comme les fiançailles entre le candidat et l'école. Si le candidat n'aime pas l'école, il ne faut pas qu'il vienne. Et si le candidat n'a pas le niveau, il ne faut pas qu'il vienne non plus. Donc, l'école doit le refuser. Voilà pourquoi les concours sont des choses, c'est une façon de recruter les candidats de façon saine. Ok, d'accord. Merci pour la réponse. Alors pour Maria, je vous ai mis en tant que présentatrice, donc normalement vous pouvez prendre la parole. Mais on a une autre question de Daniel. Une réponse de Monsieur Pérez, si c'est possible, s'il vous plaît. Ah d'accord. Il veut ton avis sur la question. Oui, absolument. Ma réponse ne lui a pas plu. Alors, de mon point de vue, si on parle de tendance de recrutement, c'est assez. Alors, du coup, d'une part, ça va dépendre du domaine dans lequel votre établissement se situe. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur pas mal de sujets. Une des premières incertitudes que je vois sur les 5 prochaines années, puisqu'il y a eu une création très importante d'établissements privés ces derniers temps, c'est ce qui est lié à l'alternance. Parce qu'en fait, beaucoup d'établissements aujourd'hui fonctionnent sur l'alternance, qui marche très bien, qui est vraiment très sponsorisée par le gouvernement, avec des aides assez importantes côté entreprise. Et donc, du coup, pour les étudiants, c'est très simple, c'est qu'en fait, ils ne payent pas de frais de scolarité, c'est payé par les OPCO, donc c'est assez indolore pour beaucoup dans ce système. Maintenant, le jour où l'alternance changera, enfin du moins les règles et les lois liées à l'alternance changent, ça peut créer quelques secousses. Ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que il y a une forte disparité entre les jeunes qui s'inscrivent dans des formations par alternance et ceux qui arrivent finalement à trouver une alternance. Donc, il y a moins d'entreprises, il y a moins d'offres d'entreprises que d'étudiants qui veulent aller dans ce secteur-là. Donc, il y a en effet cet engouement lié aux frais de scolarité, mais in fine, ça crée quand même un sacré embouteillage à la fin. Donc, là, j'ai des incertitudes sur ce sujet-là. Ensuite, après, je vois dans le recrutement, moi, je pense qu'une des bonnes stratégies, et pareil, ça va dépendre beaucoup de la taille de l'établissement, c'est de se tourner vers l'international dans le recrutement et donc mettre en place une stratégie de recrutement à l'international parce qu'on a on a quand même des actifs très intéressants en France pour venir étudier. Mais par contre, il faut arriver à faire des partenariats intelligents avec les bons établissements à l'étranger. Donc pareil, ça dépendra aussi de la taille forcément de l'établissement. Et puis ensuite, après, un dernier point, moi, je pense, c'est assez complexe, mais ça revient un peu avec ce qui était dit par Nessim, c'est les spécialisations des établissements. On sait que en 2030, donc c'est dans 7 ans, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore au jour d'aujourd'hui.
Donc, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Et en fait, il y a peut-être des filières qui auront tendance à disparaître. Donc, il faut être assez visionnaire dans le recrutement parce que, enfin, visionnaire dans ce qu'on propose en tant que formation pour ensuite être en capacité à attirer les jeunes dans ces domaines-là qui vont sentir le vent positif et les débouchés positifs à l'issue de leur formation. Donc, c'est peut-être une réponse pas très claire parce que je pense qu'il y a pas vraiment beaucoup de clarté là-dessus, mais je pense qu'il faut avoir de la vigilance dans le recrutement. Et ensuite, après, ben, les outils de recrutement qu'il faut mettre à disposition. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de changements aussi. Les salons étudiants sont en perte de vitesse. On voit aussi beaucoup d'établissements qui, avant, misaient beaucoup leur stratégie de recrutement sur les salons étudiants en présentiel dans les grandes villes. On voit qu'il y a une perte de vitesse, il y a une perte de fréquentation. Et donc, forcément, pour les établissements, ça devient de moins en moins rentable. On se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'il faut améliorer l'expertise des équipes en interne au sein des établissements pour arriver à comprendre ces outils pour être en capacité à échanger avec les jeunes parce que c'est peut-être là où ils sont et donc peut-être ça améliorera votre ROI. Donc il faut, ce que je discutais avec une école, une très belle école hier de la stratégie qui rend un peu fou, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, un établissement pouvait mettre en place une stratégie de recrutement qui était pérenne sur les 5 prochaines années et ça n'allait pas trop bouger. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que la stratégie de recrutement doit être vraiment revue d'année en année parce qu'il y a des nouveautés qui se font. Il faut savoir que peut-être d'ici un an, et c'est vraiment dans pas longtemps, une difficulté des établissements, c'est d'être en capacité à relancer tous les prospects qu'ils ont. Eh ben, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir une IA qui prendra le téléphone et qui appellera les jeunes et qui sera en capacité à répondre parfaitement, de manière très adaptée, mais vraiment parfaitement adaptée et très personnalisée à vos jeunes. Pour les inciter et les inviter à s'inscrire. Et donc, ça sera un peu comme vous utilisez ChatGPT de manière écrite. Eh bien, vous aurez peut-être demain, mais d'ici un an, ça commence déjà à sortir aux États-Unis. Vous aurez peut-être cette capacité à mettre en place et configurer des IA téléphoniques qui permettront de conseiller, mais parfaitement, tous les jeunes qui s'inscrivent à votre formation et de leur permettre d'apprendre à se connaître et de voir qu'il y a un matching entre ce que eux ils recherchent et ce que vous avez à leur proposer et avec une relation très humaine. Voilà. Donc beaucoup de choses à avoir. Il faut s'informer, il faut rester à l'affût de tout ce qui se fait La page. et être vigilant. Okay. Ce qui est marrant, c'est qu'on retombe toujours sur l'IA ces derniers temps. Chaque fois qu'il y a un sujet, peu importe, ah, oui. on retombe dessus. Mais je retiens bien le sujet sur l'alternance. Ouais, ça peut être un sujet. L'international aussi. Les salons en perte de vitesse, donc innover peut-être et se former sur les médias sociaux. Voilà, TikTok, il y a 3-4 ans, ça existait à peine. Aujourd'hui, on a tous les jeunes lycéens qui sont dessus et c'est en train de devenir le premier réseau social pour les jeunes. J'ai pas de chiffres, mais en tout cas, voilà. Et ça pose la question de savoir est-ce qu'on doit être présent dessus, de quelle manière, quel contenu on crée. Et tout à l'heure, on en parlait, c'est du nurturing au final. Donc voilà, comment on fait du nurturing aussi avec les étudiants. Je ne sais pas si entre-temps, Maria a pu poser sa question. Non, on a des merci de Daniel. Merci Daniel pour ta question. Je crois qu'on a un peu débordé. Donc soit est-ce que vous avez une dernière chose à dire, sinon on va se dire au revoir. En tout cas, c'était un super moment avec Nessim et Yves. J'ai Louise qui me rappelle de renouveler le teasing pour le 12 décembre. Donc, on fait un webinar sur les examens en ligne, à distance, les bonnes pratiques, qui est comment bien organiser un examen à distance, comment sécuriser l'expérience et comment humaniser surtout aussi l'expérience, comment faire en sorte justement que derrière l'expérience étudiante soit au top. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous enverra un email le 12. Et j'en profite, peut-être que vous avez une annonce à faire aussi. Autant en profiter. Yves, Nessim, si vous avez un événement ou quelque chose, une annonce, je vous laisse la parole, profitez-en.
Oh, non, moi, Non, moi, non, non. j'ai une directrice de la communication qui fait ça tellement bien que je n'ose même pas prendre la parole là-dessus. Hein. Ok, Bah, ok, d'accord. Et Yves? si j'ai peut-être une annonce, c'est que moi, je fais partie du collectif Expérience étudiante et on organise un événement le 7 décembre à Paris. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet du collectif Expérience étudiante. Vous tapez ça sur Google, collectif Expérience étudiante. Et on organise un événement justement sur cette thématique avec des tables rondes sur Paris. Voilà, au théâtre l'Européen, dans l'école Ourdet. Voilà, ça va être très sympa. Ok, ok. Bah, je m'inscrirai, Yves. Je serai Euh, là. on veut mon mail, tu peux l'envoyer. Hein. Il y a quelqu'un qui veut me poser une question Ok, privée. pour Claire, oui, Claire, on se connaît bien, donc Claire, je t'envoie Non, le mais mail de même si tu Nessim ne le juste connais après. pas, à mon âge, on n'a plus peur. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, enfin, tu peux donner mon mail sans aucun problème. Ok, ok, d'accord. Bah, en tout cas, mais merci Claire, en tout cas, d'avoir aussi participé. J'espère que c'était intéressant. Bon, on va s'arrêter là. On a passé un bon moment et merci. Je pense qu'on a appris plein de choses, même moi, là, en fait, en discutant avec vous. J'ai pris plein de notes. Peut-être faire un petit compte rendu et le partager aussi à tous les participants. Voilà les points qui ont été dit, etc. Ça peut être intéressant. Donc voilà, bah, merci Nessim, merci Yves et Merci beaucoup. merci tout le monde d'avoir participé à l'événement. Et voilà, on se reverra Tu sûrement. vois, Et Yves, peut-être le le 12. privilège de l'âge. On dit toujours merci Nessim, merci Yves après. Ah, donc, allez, au revoir, merci à vous Merci, à deux. très Au bientôt. revoir. À N'oubliez bientôt. pas le Au 12 revoir. Voilà, décembre. au revoir. Bonne journée, au revoir.